On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission Mario Barre, nous brosse un portrait de la persécution des chrétiens au Nigeria. Valérie Laflamme-Caron enquête sur l'univers des sorcières modernes et Sébastien Gendron nous parle du vent de synodalité qui souffle sur l'Église. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois, l'imperturbable James. Bonjour James. Je pensais que tu allais dire quelque chose comme le Saint James, parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, on fête la Toussaint, Antoine. C'est vrai. Et toi, tu été appelé à ça aussi, je pense, la sainteté, non? Je suis appelé à ça, mais d'une certaine manière, on peut dire que je suis déjà saint par mon baptême. Oui, mais tu es encore en chemin, là, je te comprends. Ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Pas de doute. Quoi de neuf? Parlant de saints, de la communauté des saints, je voudrais saluer un auditeur, Denis Terrien d'Ontario, qui nous écrit « J'adore votre émission et je partage vos lectures avec des Franco de l'Ontario et de l'Ouest canadien. J'ai accroché, maintenant j'écoute les balados du passé pendant mes séances d'exercice. Vous faites du très bon travail. » Hey, on salue les francophones du reste du Canada. Absolument. On est toujours content de savoir qu'on est écouté là-bas aussi. James, il est arrivé du nouveau ces derniers jours aussi à nos bureaux et sûrement à la maison de plusieurs de nos auditeurs. Oui, on parle ici du numéro spécial, prête-moi le don, Antoine, du numéro spécial du Verbe sur le thème de la Genèse, contempler nos origines. Donc, notre tout nouveau numéro spécial qui porte sur, oui, la Genèse, mais dans un sens très large, les commencements. Ouais. De couple, de parents, etc., etc. Donc, je vous invite il est disponible ou il sera disponible éventuellement sur notre site web, _verbe.com. Puis prochainement, on va avoir une émission spéciale sur le sujet. Restez à l'affût. On a la joie de recevoir à l'émission aujourd'hui plusieurs, des nouveaux visages. Mario Barre, salut. Bonjour. Tu vas nous parler de la persécution des chrétiens au Nigeria. Oui. Ça, c'est un point qui est important. Présentement, il y a en fait une persécution qui était déjà présente, mais là, qui prend de l'ampleur. Et le pire, c'est qu'on parle maintenant de génocide lent. Et ça, c'est un mot qui est utilisé par les évêques catholiques du Nigeria. Alors, à suivre dans les prochains instants, beaucoup de matière. Sébastien Gendron, salut. Salut. Tu nous parles de synodalité. Ben, moi, je parle de concertation dans mon jargon. Moi, mais ça adonne qu'en ce moment, dans l'Église, il y a un synode, c'est la synodalité. Fait que ça tombe bien, on va en parler justement de ça, de l'importance de se parler en Église, de sortir de nos casseaux individuels pour s'ouvrir à d'autres horizons et réaliser que la vision d'Église qu'on est appelé à réaliser, elle est commune à tous et donc c'est en commun qu'elle doit s'accomplir. Tu parles en Église, mais c'est vrai, je pense aussi de manière générale dans la société, cet esprit-là. Oui, mais ce qui est spécial en Église, c'est que où on peut voir des concurrents dans le monde, on voit des partenaires en Église. Mm-hmm. Donc, c'est très important de voir qu'on pousse dans le même sens puis qu'on n'est pas des rivaux, on est des collègues. Mm-hmm. Ben, on va t'écouter attentivement. On va prendre des notes peut-être aussi. Valérie Laflamme-Caron, salut. Salut. Toi, là, t'as toute une chronique aujourd'hui. Et oui, pas de panique. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, on va démystifier la sorcellerie dans la modernité et surtout sur TikTok, car à défaut d'être la chroniqueuse globe-trotter, maintenant que je suis confinée à la maison, ou du moins au pays, j'explore les internets. La planète web est à ta portée. Tout ça dans quelques instants. Mario Barre est surtout connu des auditeurs de Radio Galilée et Radio VM en tant qu'animateur de l'émission Questions d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est à titre de responsable de l'information pour l'organisme Aide à l'Église en détresse qu'on a le plaisir de le recevoir. Salut Mario. Bonjour Antoine. C'est un fait, disons, trop méconnu des médias et du grand public. La minorité religieuse qui subit la plus forte persécution dans le monde aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Est-ce que je me trompe?
Tu ne te trompes pas. C'est effectivement dans les traditions religieuses, la tradition chrétienne, c'est vraiment les chrétiens qui sont la minorité, les minorités, donc dans les pays où ils sont minoritaires. Évidemment. Donc, ils sont les plus persécutés. Ça, numériquement, c'est vrai. La persécution et discrimination. On embarque tout ça ensemble. Oui. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait près de 300 millions de personnes qui sont touchées par ça. Mais on considère qu'il y a plus encore, qu'il y a vraiment... on pourrait presque prendre le chiffre de 500 millions, on ne serait pas très loin d'une certaine réalité. Quand vous pensez à ça, on est 7 milliards, donc c'est pas si énorme, mais c'est quand même quelque chose, c'est 25 % à peu près. C'est énorme. 25-30 %. C'est vraiment donc, c'est énorme. Et c'est certainement quelque chose, effectivement, là, à l'aide à l'Église en détresse, qu'on surveille de très près, parce que c'est... En tout cas, c'est pas normal. Non, absolument. Mais c'est pas normal non plus qu'on en parle si peu. En tout cas, nous, on est contents de te recevoir à l'émission aujourd'hui parce que, justement, mettre un peu de lumière sur cette réalité-là qui est vécue par nos frères ailleurs dans le monde. On va parler aussi de la persécution vécue par d'autres groupes religieux. Mais là, aujourd'hui, on voulait s'attarder sur un lieu en particulier où ça brasse pas mal. Et c'est pas récent, mais là, ça prend une ampleur assez importante. C'est au Nigeria. Peut-être un petit topo du Nigeria, Mario. Ça ressemble à quoi comme pays? Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est pas le plus grand, mais c'est le plus peuplé avec près de 200 millions de personnes. OK. Et il y a grosso modo une moitié de chrétiens qui vivent dans le sud et une autre moitié, les musulmans, qui vivent au nord. Et depuis plusieurs années, il y avait une certaine bonne entente, même s'il y a toujours eu des tensions. Et puis, il y a ce qu'on appelle la middle belt, là, la ceinture du milieu, où là, il y a vraiment toujours eu des tensions entre chrétiens et musulmans. Et donc, depuis quelques années, il y a vraiment des problèmes. Et Antoine, je vais te conter une chose qui est intéressante au niveau anecdotique. En juin 2018, nous recevions Monseigneur Kagama. Ignatius Kagama, qui était l'archevêque de Jos, donc une ville de cette ceinture du milieu. C'est un artisan du dialogue interreligieux formidable. Je veux dire, il y croit, il y travaille. Il était tellement fatigué quand il est arrivé au Canada. Il était heureux d'être ici parce qu'il avait l'impression de prendre un certain break. Un peu d'air. Un peu de vacances, donc un peu de repos. Et je me souviens très bien qu'on a fait une tournée. On est allé à Vancouver, ensuite on est allé à Toronto. À Ottawa, le matin, on a mangé avec lui pour déjeuner et je me souviens qu'il était toujours sur son téléphone. Et bon, il reposait son téléphone, on parlait, on lui a fait découvrir le sirop d'érable, entre autres. Donc, on avait une conversation. D'ailleurs, il existe un arbre, parenthèse, qui fait la même chose que le sirop d'érable, mais au Nigeria. Pour vrai? Oui. Il nous a confirmé qu'il y avait bel et bien un autre arbre qui produit quelque chose de bon et de sucré. Et donc, ce qui est moins drôle, c'est que à cette époque-là, donc on dit 2018, il y avait une nouvelle donnée qui commençait à poindre entre la bataille qui est historique. Il y a toujours eu des conflits entre les bergers peuls, donc qui sont répartis dans plusieurs pays d'Afrique, dont au Nigeria, et qui sont nomades et qui ont des troupeaux. Alors, ils font paître leurs troupeaux un peu partout. Il y a toujours eu des batailles avec les agriculteurs, parce que les agriculteurs, bien sûr, eux, ils sont sédentaires, mais il n'y a pas de clôture. Ils n'ont pas le droit d'avoir une clôture. Alors, vous voyez, là, les troupeaux arrivent, détruisent les cultures, etc. Et culturellement parlant également, les bergers peuls sont musulmans, les agriculteurs sont catholiques, ou chrétiens plutôt. Alors, il y a toujours eu cette tension-là qui était très présente. La nouvelle donnée que Monseigneur Kagama commençait à voir poindre, c'est le fait que les bergers arrivaient avec des fusils, non plus des machettes ou bien des bâtons. Les batailles prenaient une autre ampleur et ça, depuis 2018, finalement, on a observé qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et pour nous, ce qui est clair également, c'est que ça ne vient pas seulement de ces bergers-là qui sont originaires de cette terre-là, mais on pense qu'il y a vraiment des pressions extérieures. On n'ose pas les nommer, mais en tout cas, bref... Mais il y a des groupes terroristes, carrément, qui dans ce secteur-là. Il y a Boko Haram qui est pas très loin aussi, Mario. Boko Haram, c'est un aspect de la situation, mais maintenant, les évêques nous disent que c'est complètement autre chose. Parce que c'est là, plus la menace principale? Non, je vais vous dire quelque chose d'assez impressionnant. On a eu, le 29 septembre dernier, le bureau international de notre organisation est en Allemagne, tout près de Francfort, et
il y a eu un webinaire, donc qui a été animé, une visioconférence finalement, entre autres avec Monseigneur Wilfred Anagbe, qui est l'évêque du diocèse de Macourdi. Ça, c'est dans l'état de Benoué, là. Bon, écoutez, je suis pas... Géographiquement, je n'y ai jamais été, mais si on regarde sur une carte, c'est au nord-est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous disait, là, il y a une nouvelle donnée, c'est qu'on ose parler de génocide. Ah ouais. Et c'est parce qu'on observe que ce que font les bergers-peuls, ce n'est plus seulement la bataille traditionnelle qu'il y avait de dire, je veux faire paître mon troupeau a le droit de se promener là où il veut, et puis l'agriculteur qui dit, non, regarde, j'ai mes cultures, là. Tu peux pas marcher là-dedans comme tu veux. Et donc... C'est plus des incidents isolés, non. Il y a quelque chose de systématique, de systémique même. Oui. Et il y a le directeur de l'Institut sud-africain, Dennis Hurley Peace, ça c'est un institut donc en Afrique du Sud, qui œuvre à la promotion de la paix, de la démocratie, de la justice et qui étudie les attaques armées des Peuls dans le sud-est du Nigeria. Sud-est du Nigeria, Antoine, je fais une parenthèse, c'est vraiment là où se trouve la majorité chrétienne. Donc là, il y a vraiment une incursion directe et armée dans cette zone. Plus seulement dans le nord ou dans la ceinture dont tu parlais. Il y a toujours des minorités des deux côtés. Vous avez une minorité musulmane dans le sud, une minorité chrétienne dans le nord. Et la chose, en fait, qu'il disait, c'est que tout cela est bien planifié. Les attaques sont très bien planifiées. Et ça se passe sous le couvert de Mieti Allah, qui est dirigé nul autre que par le président Buhari, le président du pays. Alors, c'est une accusation directe envers le président du pays qui ne fait rien. Les forces de l'ordre interviennent toujours 2-3 heures après les faits. Il y a vraiment c'est vraiment bien organisé. Et c'est là où c'est troublant parce qu'on se rend compte que c'est... De plus en plus, on se rend compte que ce sont effectivement des actes qui visent à faire disparaître une population donnée, donc dans ce cas-ci, des chrétiens. C'est ce qu'on appelle un nettoyage ethnique, dans le sens où il y a... Nettoyage religieux, je voudrais dire. Oui, carrément, parce que là, ça dépasse l'ethnie, c'est vraiment au niveau religieux, et c'est bien organisé, c'est ça qui est plus troublant. Avec les bergers-peuls et les agriculteurs chrétiens, c'était organisé quand le troupeau ravageait les cultures, et puis, écoute, on faisait avec, on se battait, puis bon... Ça brassait cette journée-là. Mais là, c'est organisé. C'est vraiment des attaques de villages qui sont organisées, et les gens sont obligés de se déplacer. Donc, c'est vraiment en ce sens-là, c'est assez troublant. Excusez-moi. Mario, non, ça va. Mario Barre, je rappelle que tu es responsable de l'information pour l'aide à l'Église en détresse ici pour le Bureau du Canada. Qu'est-ce que... Là, tu parlais des évêques là, qui essaient d'alerter la communauté internationale sur le possible génocide. On parle de génocide lent. Écoutez, quand les évêques du Nigeria vous parlent de génocide, eux, ils pèsent leurs mots. Ils pèsent leurs mots. On ne parle pas de génocide de manière innocente. C'est un mot qui est extrêmement chargé. Il y a des définitions très claires au niveau des Nations Unies que l'AED, d'ailleurs, respecte parce que ce sont... c'est des définitions qui sont très, très bien montées. On ne veut pas être alarmiste non plus. Non, exactement. Rien, il ne faut pas utiliser les mots de manière imprécise, ou en tout cas de manière intempestive, parce que là, on fait dire n'importe quoi. Donc, oui, et c'est ça qui est troublant, c'est que les évêques, là, vraiment l'utilisent. Et comment réagit la communauté internationale? On a l'impression qu'il n'y a pas tant d'écho dans les médias. Pas, en tout cas, de ce côté-ci de l'Atlantique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, ça vous dit un peu l'humeur, c'est-à-dire qu'on entend peu parler de ces choses-là. Et c'est normal. Au niveau des nouvelles internationales, quand des grands médias font des études sur l'intérêt pour la nouvelle internationale, c'est toujours ce qui est en bas de la liste. C'est dommage parce qu'on est interconnectés maintenant. On est interconnectés par nos voyages un peu partout. On est interconnectés par Internet. On sait ce qui se passe. Et en tout cas, d'être solidaire, au moins de comprendre. Déjà, ce que vous faites ici, d'informer, moi, je suis bien content. Merci de l'accueil parce qu'on peut en parler. Et ça, c'est important, je pense. James? Mais pourquoi on n'en parle pas, Mario? Pourquoi on n'en parle pas? Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a des enjeux politiques derrière tout ça? Ou... Ben, c'est sûr que le pétrole est d'abord un producteur pétrolier important. Je pense que c'est le 10e. En tout cas, mes chiffres sont peut-être un peu vieux, mais c'était le 10e producteur de pétrole au niveau mondial. Donc, il y a ça. Il y a des intérêts aussi. Mais quels sont ces intérêts? Ça, c'est une très bonne question et je n'ose pas m'avancer. J'ai des petites idées, mais malheureusement, James, je vais me garder une gêne parce qu'il faut absolument bien documenter toutes ces intuitions qu'on a, qui sont bien présentes, mais on ne peut pas non plus... Ce que je trouve important de dire, c'est qu'il faut faire attention aussi à il y a beaucoup d'intérêts financiers. Et ça, l'argent, quand l'argent rentre en ligne de compte, bien, il y a beaucoup de gens qui se taisent. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que donc, pourquoi on ne s'intéresse pas plus à ça? C'est sûr qu'au niveau de la persécution des chrétiens, si vous me parlez du Québec lui-même, c'est à cause de notre histoire, probablement, et on est encore là-dedans. Ça, c'est mon analyse personnelle. Je ne le fais pas au nom de l'AED. Je tiens à le dire. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on est en train peut-être d'en sortir et de mieux comprendre et départager. Parce qu'au Québec, c'est sûr, notre histoire, on est encore dedans. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'aigreur, ou en tout cas... ça, je pense qu'il faut vivre avec. Simplement apprendre à vivre avec ça, mais aussi continuer à dire ce qui se passe et à oser le dire. Donc ça, c'est important aussi. Mario, il nous reste une petite minute. Peut-être pour que les gens qui nous écoutent mesurent l'ampleur, là, c'est de l'ordre de plusieurs milliers de personnes qui ont été tuées ou qui sont déplacées. Mon Dieu, on compte à peu près... Antoine, j'ai un chiffre ici. Un chiffre qui pourrait atteindre depuis... Attendez un petit peu que je retrouve la date. En fait, depuis 2019 environ... oui, c'est ça, 36 000 personnes qui auraient été tuées. Dans ces attaques de villages. Et ça se passe partout en Afrique. Ce que je trouve dommage, on parlait tout à l'heure, vite, là, on parlait d'intérêts financiers, mais les intérêts aussi des ressources minières. Il ne faut pas oublier qu'en RDC, en République démocratique du Congo, le coltan, qui est un élément essentiel pour la survie de nos petits téléphones, pour la rapidité des téléphones, eh bien, c'est l'objet de lutte intempestive et c'est l'objet de... Et on entre parfois l'aspect religieux là-dedans et ça y est, vous avez une guerre qui devient presque religieuse. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, au Nigeria, c'est en train de devenir un conflit religieux. Et même, ça, c'est dommage. Et élargissons aussi un peu. Évidemment, on parlait des chrétiens qui sont les premières victimes, mais il y a aussi des musulmans qui sont victimes de ces attaques-là, des bergers peuples. Merci de le dire, Antoine. Les musulmans modérés, là-bas aussi, sont surpris de voir comment ça va. Et tout l'ouest de l'Afrique, je dirais aux gens, informez-vous. Parce que, malheureusement, le Burkina Faso, qui est un exemple de tolérance, un pays à majorité musulmane, qui était très tolérant envers sa minorité chrétienne, ne l'est plus du tout à cause de ces groupes qui viennent de l'extérieur. Alors, je vous invite à visiter le site web. Il y a un rapport très complet, très détaillé là, qu'on peut retrouver sur ACN pour... Aid to the Church in Need. Aid to the Church in Need, acninternational.org. Il y a un rapport sur le Nigeria qui fait une trentaine de pages de toutes les données là-dedans. Mario Barre, rappelons que tu es responsable d'information pour l'aide à l'Église en détresse pour le Bureau du Canada. Merci infiniment de nous avoir expliqué cette situation fort complexe. Oui, merci Antoine. Merci beaucoup. Je sens la vague dans tes gestes, doucement arrive l'averse, venue te prendre en silence. Plus rien ne va comme prévu, si seulement j'avais su un peu d'avance, comment m'y prendre. Je regarde tes yeux en amande, et c'est tu t'enfuis ou tu t'enfonces, tu te perds dans la pénombre, et tout ce qui restera pareil. Tu t'enfuis ou tu t'enfonces,
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Ville américaine du groupe Valse Fréquence. La semaine dernière, on a vu les balcons de nos voisins se remplir de décorations macabres de toutes sortes, squelettes, Frankenstein, pierres tombales et sorcières. Certains d'entre nous en ont peut-être même vu cogner à leur porte, les poussant à se demander, coudonc, on dirait que ça existe encore, les sorcières. Voyons, c'était non bien pas naturel comme intonation. Des sorcières! Ne reculant devant rien, surtout pas une commande de chronique inusitée, notre collaboratrice Valérie Laflamme-Caron n'a pas froid aux yeux et a enquêté sur la question. Salut Valérie. Allô? Allons-y frontalement. Oui. Et mes enfants ont le droit de savoir, Valérie, est-ce que ça existe encore, les sorcières? Au premier sens du terme, oui, mais ne paniquons pas. On va aller voir au-delà des apparences parce que je vais être honnête avec vous, là, moi, je crois pas qu'il y a à s'émoustiller tant que ça. On va voir là, comme quoi c'est un phénomène assez banal et assez superficiel. Mm-hmm. Donc, quand on parle de sorcellerie aujourd'hui, je vais pas parler de la Wicca, qui est un espèce de cadre spirituel créé au 20e siècle, vraiment circonscrit avec des rituels spécifiques, une communauté et tout ça. C'est pas de ça dont on parle, mais vraiment de l'ésotérisme au sens large. Donc, sur les médias sociaux, quand on parle de sorcellerie, ça renvoie à une augmentation de production de contenu où l'on retrouve de l'astrologie, de la divination. On va parler de la loi de l'attraction, on va parler de yoga, de méditation, de tarot. Le tarot, c'est très présent. Il y a aussi les cristaux, les minéraux. Donc, c'est vraiment un ensemble de pratiques éclatées qui sont réclamées par les nouvelles sorcières. Et des fois, tout ça, c'est tout mélangé dans une espèce d'amalgame là, de... Pas juste des fois, là, la plupart du temps. OK. Bon, là, plongeons là, un peu. Il y a question d'une grande tendance. Là. C'est parce que toi, tu es comme notre radar là, sur les réseaux sociaux. C'est une chance que tu es là, sinon on serait complètement perdu. Il y a une tendance forte. Il y a de plus en plus de gens qui se réclament ou qui s'autoproclament même de cette mouvance-là, de la sorcellerie ou pseudo-sorcellerie. Tout à fait. Au Québec, c'est encore en émergence, mais en France, c'est vraiment très tendance. Ça ne concerne pas seulement des adolescents là, qui font des petits rituels de magie blanche dans leur chambre. Donc, on retrouve dans les bars, dans les grandes soirées parisiennes, des soirées champagne, macarons et voyance, où tu peux aller déguster un bon cocktail et faire la file pour aller faire tirer tes cartes. Donc, c'est vraiment admis. Et puis, c'est pas nouveau que la Haute Société française là, fait des rencontres avec des médiums et tout ça. Il y a plusieurs politiciens, d'ailleurs, qui ont admis avoir recours à des médiums. Ah donc, ouais, on veut des noms. François Mitterrand, notamment, là, Ah j'ai ouais. vu, qui était très adepte de ça. Donc là-bas, c'est très tendance. Et puis, c'est bien vu aussi, à tel point que les grandes marques s'y sont mises. La thématique du défilé de mode de Dior en 2021, c'était justement le tarot. Et Christian Dior lui-même est un adepte là, du tarot. Donc, c'est pas quelque chose de mal vu en France. Au Québec, je dirais que c'est plus marginal encore. Là. Ouais. On va lever le nez un petit peu, mais ça pourrait quand même nous rentrer dedans. Même qu'à Radio-Canada, à quelques reprises, on va inviter des gens qui sont des praticiens de ça. Notamment, Marc Labrèche avait invité à son émission Un phare dans la nuit la sorcière TikTok québécoise Elisabelle, qui a 20 000 personnes qui la suivent sur YouTube. Donc, évidemment, il l'a fait avec une certaine ironie, mais quand même aussi une complaisance. Je dirais, j'imaginais notre collègue Simon Lessard être invité à son émission pour faire une chronique sur le chapelet et ça me semblait complètement incongru. Mais pour les sorcières, c'est correct. Ah ouais. Valérie Laflamme, un peu plus tôt dans la saison, tu nous avais parlé des esthétiques sur TikTok. Oui. Est-ce qu'il y a une esthétique particulière chez les adeptes de cette mouvance-là? Oui, tout à fait. Donc, on va parler en général de très belles femmes parce que ne devient pas une sorcière qui cartonne qui veut. La grosse verrue sur le nez, là, c'est pas ça. Là. Non. C'est vraiment des influenceuses avec tous les attraits communs d'une influenceuse. Avec tous ces attraits qui va porter souvent justement de très beaux vêtements avec un style recherché, qui va avoir un décor dans la chambre où on va retrouver des bibelots, des accessoires et tout ça. Des chandelles, etc. Donc, on imagine très bien. On a une sorcière, la plus fameuse en France, s'appelle Sarah Hall. Elle est suivie par 1,3 million de personnes. C'est énorme. Donc, elle se dit une sorcière païenne au Panthéon grec. Et elle a un chat nommé Salem, un lézard nommé Lucifer. Et puis, elle a aussi une boutique. Donc,
Évidemment. Donc, quand on parle de TikTok et des médias sociaux, souvent, les gens ont quelque chose à vendre. Les gens qui pratiquent en ligne vont souvent offrir des consultations personnalisées. Donc, les gens payent et par visioconférence vont pouvoir se faire tirer les cartes ou elles-mêmes vont vendre là, différents accessoires, là, ce que j'appelle des bébelles à fort prix, donc des minéraux, des kits, des kits pour votre hôtel, parce que les gens qui pratiquent cette sorcellerie vont avoir des hôtels sur lesquels ils vont rendre hommage, si je peux dire, à différentes divinités. Et là, c'est vraiment un pêle-mêle. On peut retrouver des divinités grecques, hindoues, avec un bâton de sauge, par exemple, de l'encens d'Amérique latine, des ossements trouvés dans la nature avec des plantes. Mais tout ça, il n'y a pas de fil conducteur en termes de contenu. C'est vraiment la personne, donc la sorcière autoproclamée, qui devient... ce qui va réunir tout ça, dans le fond, c'est si ça lui plaît. Ça la fait sentir bien. James? Mais la question, c'est est-ce que tout ça, c'est du spectacle ou ces gens-là croient vraiment ce qu'ils enseignent, là, ce qu'ils montrent? Moi, je pense qu'elle y croit. Puis, dans une entrevue que j'ai vue avec Sarah L., ce qu'elle disait, c'est qu'à la fin, peut-être que ça ne fonctionne pas, mais au moins, moi, ça me fait du bien. Ça m'aide à trouver du sens dans ma vie. Mais quand même, il y a beaucoup d'adeptes, puis elles font plusieurs rituels. Puis moi, je pense qu'elles y croient. Est-ce que ça fonctionne? Bon, moi, je ne crois pas à ça, surtout qu'on n'est pas dans vraiment des pratiques très recherchées au sens religieux. On n'est pas dans un enracinement non plus, dans une tradition. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens dans le monde qui ne pratiquent pas, par exemple, des trucs reliés au satanisme ou qui ne pratiquent pas de la sorcellerie, mais pour moi, c'est vraiment une espèce de mise en scène, finalement. C'est pas de ça dont on parle ici. Là, c'est non. Ça. Ici, c'est vraiment une mise en scène de soi à travers le spectre de la sorcellerie. Oui. Sébastien? Mais justement, cette présence sur les réseaux sociaux, est-ce que ça banalise pas un peu une pratique qui, finalement, n'est pas complètement neutre spirituellement? Parce qu'elle ne veut pas, même quand on fait ces pratiques-là de façon un peu superficielle ou un peu dans des soirées mondaines, il reste que c'est des rituels qui renvoient à des réalités potentiellement invisibles et qui peuvent avoir un impact sur la vie des gens, même de ceux qui la pratiquent ou de ceux qui les reçoivent. Je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça, mais on peut se dire que c'est juste du spectacle, mais est-ce que c'est vraiment que ça, finalement? Honnêtement, moi, je suis assez... Moi, je pense qu'il faut que jeunesse se fasse. Si ma fille s'adonnait à de tels rituels, je ne l'encouragerais pas. Là. Je ne lui achèterais pas un kit à filtre d'amour là, sur Amazon pour qu'elle puisse s'adonner à cette spiritualité. Mais je n'entrerais pas dans un combat comme certains font avec Harry Potter, par exemple. Pour moi, ça reste une façon de jouer. Ça reste un jeu. Puis c'est certain que ça peut les mettre en contact avec d'autres cadres de pensée religieux. Mais c'est que c'est tellement superficiel quand on y porte attention. C'est comme la pensée positive, par exemple. Il y a quelque chose qui est bien à la mode, là, c'est le 3-6-9. Donc, elles vont faire ça en ligne. Là. C'est une façon d'envoyer des énergies positives et d'envoyer ses désirs dans l'univers afin qu'il nous le renvoie. Là. On est vraiment dans la loi de l'attraction, dans la pensée positive. Donc, tu écris sur un papier 3 fois la personne à qui tu veux que le sort s'adresse et ensuite tu écris 6 fois autre chose et 9 fois autre chose. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça tellement ridicule. Je suis désolée. D'habitude, je suis pleine d'empathie et de compréhension, là, mais j'ai de la misère là, à m'offusquer de ça. Là. Je fais juste comme, bon, ben ma fille, je ne t'encourage point. Mais tu sais, ce que je trouve dommage, par exemple, c'est qu'en consacrant du temps à ça, elles font pas autre chose. Ouais. Moi, c'est vraiment ça, mon bémol, principalement. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, c'est un peu comme le Père Noël. Tu mets tellement d'énergie à aider ta famille, tes jeunes, ces jeunes filles, à croire en des choses, des croyances dont ils vont devoir se départir en vieillissant, en arrivant à l'âge adulte. Donc, pour moi, c'est pas enracinant. Parce que parlons-en du public cible, là, c'est beaucoup des jeunes des adolescentes, des jeunes femmes qui sont ciblées par cette mise en marché-là, parce que c'est de ça dont on parle. Oui, la grande majorité des jeunes femmes qui suivent Sarah Hall, l'influenceuse sorcière française, ont entre 15 et 17 ans. C'est très, très, très jeune. Valérie Laflamme-Caron, on essaie de décortiquer ce mouvement-là de la sorcellerie ou de certains codes qui sont récupérés, là, entre autres, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des vases communicants avec un certain courant féministe pop qui se réclame parfois aussi de la sorcellerie? On pourrait être tenté d'amalgamer les deux, mais pour moi, c'est vraiment deux réalités différentes. Les sorcières sur TikTok vont se réclamer du féminisme. Par exemple, elles vont jeter des sorts à des hommes qui soupçonnent d'agression sexuelle. Donc, Sarah Hall, d'ailleurs, s'est fait contacter par des filles se disant « tel garçon a eu tel comportement, c'était très mauvais, donc il faut lui jeter des sorts ». Donc, en ce sens, on pourrait dire qu'elles sont féministes. Durant les mouvements Black Lives Matter, elles ont aussi jeté des sorts pour soutenir le mouvement. Donc, en ce sens, c'est un engagement politique.
politique, mais ça reste tellement circonscrit sur les médias sociaux que pour moi, ça reste encore une fois une question d'image. Tu sais, je trouve que c'est vraiment facile de faire une vidéo de 3 minutes pour soutenir un mouvement. Par contre, même dans la société québécoise, il y avait cette récupération-là de la figure de la sorcière à des fins politiques, mais pour moi, c'est vraiment autre chose. Pour moi, quand on parle de sorcière, ça reste toujours une étiquette, même dans l'histoire, qu'on a attribuée à des femmes qui étaient marginales. Par exemple, durant la Renaissance, on faisait des procès, puis d'ailleurs, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à des choses intéressantes. Ben oui, Donc, avec intérêt. Avec intérêt. À l'histoire des sorcières, c'est pas quelque chose qui... La chasse aux sorcières n'est pas arrivée au Moyen Âge, comme on se l'imagine. Les historiens vont dire que c'est venu avec la Renaissance et la modernité. Ah ouais. Et la rédaction du Code civil en France, entre autres, et tout ça. Donc, c'est des gens très humanistes qui se sont mis à brûler des sorcières massivement. On parle de 100 000 personnes qui ont été brûlées en Europe. Et il y avait cette croyance-là, notamment, on va te lancer dans le fleuve, madame, et si tu en sors, c'est que tu es une sorcière, on va te brûler. Et si tu coules, ben, tu n'étais pas une sorcière, mais tu es morte chrétiennement, donc tant mieux pour toi. Donc, pour moi, la sorcière, c'est toujours une étiquette qu'on a mis aux autres pour marginaliser. S'il y en a qui pratiquent vraiment des choses qui fonctionnent à l'aide de mauvaises entités et tout ça, ben on le voit pas, on le sait pas, puis c'est occulte finalement. Ben ouais, c'est ça. Donc, celles qui se sont attribuer l'étiquette de sorcière, c'était vraiment pour affirmer une certaine puissance, une certaine insoumission par rapport à un ordre dominant. C'est des femmes qui vont s'intéresser à l'herboristerie, à des pratiques un peu plus de médecine alternative, mais elles acquièrent vraiment des compétences, si je peux dire, dans ces domaines-là. Il nous reste quelques minutes à peine. Valérie, il y a des... bon, c'est pas parce que tu laisserais ta fille, en tout cas, faire ses expériences que tu n'es pas pour autant critique de ce mouvement-là. Non, effectivement, moi, je trouve que c'est quand même mensonger à plusieurs égards, et c'est ce que je dirais à ma fille. Donc, je lui dirais premièrement que c'est très superficiel, très axé sur la performance. On parle d'authenticité, encore une fois, mais pour être authentique, il faut que tu achètes tel cristal à 50 $, tel bébel et tout ça. Donc, fait en Chine. Donc, bon, un bémol. Ensuite, le lien entre toutes ces pratiques, c'est vraiment le bien qu'on en tire. Il n'y a pas de place pour le don de soi, il n'y a pas de place pour la frustration, pour le sacrifice et tout ça. Très égocentrique. C'est vraiment égocentrique. Et on donne une impression de liberté parce qu'on dit tu peux choisir telle ou telle croyance, telle ou telle divinité, telle ou telle pratique, et c'est vraiment selon ton bon sentiment. Mais le but de tout ça, c'est d'avoir un impact sur les choses de ce monde, sur le matériel. Et c'est là que je pense que j'amènerais beaucoup de bémols parce que pour moi, c'est trompeur. On donne une impression de liberté, mais le but, c'est de contrôler les autres personnes. Quand tu fais un filtre d'amour, tu veux utiliser de la magie pour qu'une personne t'aime, mais premièrement, c'est pas ça l'amour. Puis deuxièmement, elle est où la liberté de l'autre dans ça? Et troisièmement, les bébés sorcières sur TikTok, à un moment donné, elles ont fait une espèce de front commun pour ensorceler la Lune. Hey, tu penses avoir un impact sur les astres? Si on n'était pas à la radio, je dirais, tu te prends pas pour... N'importe qui. Tu vois? Fait que pour moi aussi, c'est vraiment donner à l'ego beaucoup d'importance. Puis c'est vraiment pas réaliste. Un dernier point, peut-être, Valérie, avant qu'on se laisse, là, ça parle fort de notre époque, ça. Ça nous dit quoi sur nous, sur ce qu'on est aujourd'hui? Je pensais tout de suite à Marcel Gauchet, là, qui parle du réenchantement du monde. Il y a un peu de ça là-dedans. On désire cette magie-là. Tout à fait. Puis l'exemple de la France est fascinant parce qu'ils sont tellement laïcards avec leurs grands idéaux républicains où on doit abolir toutes les religions afin que tout le monde soit un bon citoyen français, alors que la haute société passe son temps à aller dans des soirées où il y a pas toute la bonne société, mais bon, c'est très tendance, là, comme j'ai dit, d'aller là. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup de place pour l'irrationnel, encore une fois, dans nos sociétés, pour ce qui est émotif, pour ce qui est expérientiel. Bon, tantôt, j'ai dit que tout ça, c'était bien ridicule, mais en même temps, ça traduit une soif de sens, qui est une expression très cliché, mais une soif de sens quand même, je le dis, qui est très profonde. Et aussi peut-être un manque de ressources. Je disais qu'il y a 100 000 voyants en France par rapport à 25 000 psychologues cliniciens. Donc, il y a 4 fois plus de médiums que de gens spécialisés pour aider les gens. Donc, dans une période qu'on a traversée, comme la crise du COVID, les gens ne savaient plus vers qui se retourner. Donc, ces gens-là étaient très disponibles. Évidemment. Ensuite, peut-être
pour terminer, au niveau de la pastorale, là, parce que, bon, habituellement, je suis animatrice de pastorale, ce que ça me dit aussi, c'est qu'on peut lever le nez sur l'esthétisme, se dire que c'est superficiel, mais je pense que la beauté, c'est quand même quelque chose qui attire. Et sur ces comptes-là, force est d'admettre que tout est léché, la musique, le style et tout ça. Donc, je pense que ça peut être quand même une source d'inspiration. Pas qu'on doit réduire l'Église catholique à un esthétisme. Mais il ne faut pas négliger ça. C'est Tout à fait. ça que ça veut dire. Hein? L'aspect rituel, on a l'impression depuis quelques années que c'est pas ça qui est le cœur de la foi. Évidemment que c'est pas le cœur, le rythme, mais si on néglige, ben évidemment que ça ouvre la porte à d'autres avenues. Oui, puis on met tellement d'efforts à tout faire comprendre, à tout expliquer, mais peut-être qu'on y gagnerait plus à garder justement cette part de mystère-là. Et de toute façon, qui sommes-nous pour tout comprendre? Moi, honnêtement, là, j'ai jamais autant peu compris depuis que j'ai étudié la théologie. Rapidement. Par rapport à la beauté, je veux dire que les influenceuses sur Internet sont toute l'antithèse d'une beauté authentique, justement, parce que tout est léché, tout est travaillé, puis c'est tout l'inverse. C'est ce qu'on voit, c'est tellement retravaillé que ça n'a plus rapport avec la réalité. Presque des fois, il y a des reportages qui sont faits là-dessus entre la réalité des gens. Puis, donc, quand on parle de beauté sur le web, ça pose la question de quelle beauté on parle, nous, en pastoral. Quel genre de beauté on veut promouvoir, justement? Oui, un esthétisme, évidemment, mais aussi une beauté à un autre niveau, à une autre profondeur Oui. qu'une forme. C'est ça. On va pas engager une belle jeune dame. Ah ben là. Qui va, bref, fin de la chronique. Engager des belles jeunes dames aussi. Elles ont le droit à l'emploi et à la mission et de faire partie de l'Église. Sinon, elles deviendront sorcières. Ouais, c'est ça. Valérie Laflamme-Caron, tu nous démystifiais un aspect plutôt mythique, là, mystifiant, celui du monde des sorcières sur TikTok. Et bien, plus encore, merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Nuage du groupe Axel au Stade. C'est qui ça, Axel au Stade, James? Ben, c'est Axel au Stade. Non, c'est une nouvelle formation de Dumas, le chanteur montréalais. Et il y a aussi... Steve Dumas. Ah, non, c'est ça. Je ne savais pas son prénom. Ouais, c'est Steve. Il y a Minot aussi. Comment est-ce Francis Minot, l'ancien batteur de Malajube. Et un autre que je ne connaissais pas. Jonathan Dauphinet. Bravo. Nommons-le. On le salue s'il nous écoute. C'est un trio instrumental. On dirait. Oh oui, je confirme.
Cet automne, à l'invitation du pape François, l'Église universelle s'est lancée dans un grand processus de réflexion synodale sur, roulement de tambour, la synodalité. Oui, exactement. Moi, c'est ma blague de l'année en passant. Oui, c'est la méta-blague de l'année, en fait. Pour voir, pour voir ça... Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Pour voir ce que ça a l'air dans nos assemblées locales et diocésaines, on a eu envie d'en jaser avec Sébastien Gendron. Excusez, j'ai eu un petit blanc. Agent de pastoral dans Mission Bellechasse et de Chemin. Sébastien, salut. Salut. Il manquait un mot dans mes notes. Là, dans ce temps-là, je deviens tout mêlé. Alors, Sébastien, un synode sur la synodalité, il y a bien juste l'Église catholique pour atteindre un tel niveau de méta-réflexion. C'est assez impressionnant. Moi, je bondis sur l'occasion pour faire cette chronique-là parce que, dans le fond, je voulais venir parler d'un volet de l'entreprise que je suis en train de fonder, de Salut Média, qui veut servir, entre autres, l'Église dans ses institutions, dans ses leaders, puis tout ça. Puis je trouve qu'il y a un besoin criant en ce moment, comme Église, de se parler entre nous. Parce qu'en moment, la situation actuelle, c'est qu'on fait face à des problèmes similaires un peu partout. Au Québec, en tout cas, la situation des paroisses est très similaire d'un endroit à l'autre. Mais on est tous chacun dans notre coin à réfléchir à ça individuellement. Puis très rarement nous vient l'idée que si on se parlait les uns les autres, peut-être qu'on aurait des bouts de réponse à mettre ensemble qui finissent par donner une solution. Et donc là, dernièrement, il y a eu providentiellement le congrès Paroisse en mission là, à Montréal, auquel j'ai participé le mois passé. C'était quoi en 2 mots? Ben, c'était grosso modo la paroisse Saint-Bonaventure qui invitait à travers le Québec toutes les paroisses qui tentent de se renouveler dans un même endroit pour échanger des idées, réfléchir ensemble. Donc c'était... Puis curieusement, vous n'étiez pas juste 2-3 autour de la table. On était 250 à peu près. C'est pas mal. Oui, c'était très bien. Puis justement, il y a un réseau qui veut se mettre en place suite à ça. Ça va y avoir des suites à la fin du mois d'octobre. Donc, le but, c'est justement de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Maintenant, on s'est rassemblés une fois par année. Puis en Église, on est très bon pour faire des événements grand déploiement, là, où il se passe quelque chose, puis on est content. Mais après ça, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, c'est intéressant parce que ce concret-là veut qu'il se passe quelque chose. Il veut qu'on se parle puis qu'on trouve une façon de se réseauter, de se parler, de garder un lien. Parce qu'au-delà d'échanger des idées, juste le fait d'apprendre à se connaître, de se fréquenter, pour moi, c'est une façon de faire corps. Parce que l'Église, c'est un corps. Puis quand on pense à un corps, ben on pense à un organisme extrêmement connecté, organisé, interrelié, où l'information circule constamment. Puis quand moi je pense à l'Église, je vois plus un casseau d'une douzaine d'œufs, là, où chacun est dans son casseau, côte à côte, puis il y a des échanges de regards, mais... mais il y a peu d'échanges d'informations. Puis pour moi, je trouve que là, le but, c'est de faire une omelette. Là. C'est ça l'avenir de l'Église. Là. On parlait de synode, de synodalité. Toi, il y a un autre mot que tu aimes employer pour refléter cette réalité-là. C'est parce que moi, j'en parlais depuis quelques années, je parle de concertation. Parce que pour moi, la concertation, c'est s'asseoir ensemble, par Zoom, par personne, peu importe, où on a 2 buts. On a se rencontrer, se fréquenter, se connaître, mais en même temps, de le faire avec un but précis en tête, c'est de travailler à la mission ensemble. Parce que ce qui est particulier en Église, on le disait dans l'introduction, c'est que Dieu a une mission pour son Église et cette mission, elle est une. Et elle se déploie d'une multitude de manières différentes à travers les différentes entités, mais chaque entité se situe dans une certaine partie de cette mission-là. Et plus on se parle, plus on se concerte, plus on peut comprendre un peu mieux où se situe notre contribution dans l'ensemble. Et puis on voit, oui, puis plus on peut voir comment on se complète les uns les autres finalement. Alors, la concertation, pour moi, c'est très pragmatique. Donc, c'est à la fois très fraternel et simple, et ça peut être gratuit aussi, mais c'est à la fois en vue de quelque chose. Et, tu sais, moi, je suis tombé sur un passage de Jean Vanier, un moment donné, dans la communauté, le lieu du pardon et de la fête. Là. Ouais. Il exprime très bien ça, que même dans une famille, là, tout ce que le plus classique, là, la meilleure façon pour une organisation de savoir où elle s'en va, de faire qu'il y a de la cohésion dans les membres à l'intérieur de l'organisation, c'est d'avoir un but extrinsèque à elle, c'est de comprendre quel est l'apport que cette organisation, que cette famille, que cette communauté-là peut faire et comment les membres peuvent travailler ensemble pour réaliser cette vision-là. Ça me fait penser à une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait que la meilleure façon de mobiliser des gens pour construire un bateau, c'est pas tant de leur donner des instructions techniques sur chacun des éléments à construire, mais plutôt de leur donner le goût de la mer, de leur donner une vision de ce qu'on va faire avec quand on va avoir le bateau. C'est un peu ça que tu dis. Saint-Exupéry va jusqu'à dire que c'est ça, aimer.
aimer, c'est ça. C'est comme un couple qui s'aime, mais ça suffit pas de se regarder tout le temps l'un l'autre. À un moment donné, l'amour, c'est de se tourner vers un autre, puis c'est les enfants, c'est la famille, c'est ça finalement. Donc une organisation qui est appelée à croître, à grandir, est toujours plus au service, toujours plus disponible, toujours plus ouvert à ce qu'il y a à l'extérieur d'elle-même. Et pour moi, quand je parle de concertation, c'est se réunir, mais en gardant toujours en tête pourquoi on est ensemble. Parce qu'autrement, ça peut être de la simple socialisation comme on en voit dans le monde. Puis en Église, on fait ça des fois aussi. On se réunit, on pense qu'on fait quelque chose de signifiant parce qu'on passe du temps ensemble, mais finalement, on se dit pas grand-chose. Tu sais, ça prend des temps gratuits de rencontre, oui, mais ça prend aussi des temps où, je pense, on partage nos préoccupations, nos questions, nos soifs, nos désirs. Une animatrice de pastorale à ma Oui. droite ici, on dirait qu'il y a des expériences à partager. Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis retrouvée souvent dans des rencontres où justement le bon sentiment était à l'honneur. Puis effectivement, j'étais heureuse de partager un déjeuner avec d'autres gens qui font le même travail que moi ou qui poursuivent la même mission. Mais souvent, j'en sortais très déçue parce que j'avais l'impression qu'on n'avait rien fait. Pourquoi tu penses que justement, on craint parfois de se concentrer sur une tâche ou sur un objectif? De le nommer. C'est comme j'ai l'impression que des fois, à partir du moment où ça devient pratique, là, ça enlève quelque chose au côté fraternel, au côté simple, au côté gratuit. C'est comme si pour qu'on s'aime, il faut que ce soit sans objet. Puis, est-ce que ça se peut aussi que si on poursuit un objectif, ça va amener des frictions si on communique? Ben, exactement. Ah, mais ça, c'est tannant, ça, des Oui, frictions, c'est Sébastien. inévitable. C'est inévitable, puis ça fait partie de la game. Puis je pense qu'en Église, trop souvent, on cherche à tout prix à éviter ces frictions-là. Ce qui fait que finalement, on avance très peu. Parce qu'on se ramasse tout le temps avec des gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous. Puis, puis c'est la personne qui dérange, qu'on n'a pas le goût de voir, qui a besoin d'être là pour challenger nos façons de penser, nos façons de voir. James? D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, tu sais, Sébastien, il met en pratique ce qu'il dit aussi. L'autre fois, il nous a appelé, Alex Deschênes et moi que pour le Verbe, puis Alex Deschênes pour son organisme Ignis, puis il nous a dit hey, « ce serait le fun qu'on se rencontre, on se parle un peu de ce qu'on fait. » Puis là, quand on est arrivé à la rencontre, il nous a dit « Là, ayons pas peur de nous challenger, puis de dire des choses qu'on trouve qui ne marchent pas dans ce que l'autre fait, puis essayons d'avancer comme ça. » Mais tu sais, puis moi, j'ai beaucoup apprécié cette liberté. Toi, avec ton sans-gêne, tu as pu tout déballer, là, ce que tu pensais de leur patente, là, c'est ça? C'est encore drôle. Non, mais c'est niaiseux. À un moment donné, j'ai dit quelque chose à Alex parce qu'il me parlait de quelque chose de sa réalité, puis ça me paraît évident. Fait que je lui donne un genre de conseil que je trouvais bon. Puis dans le char, en revenant chez nous, je dis mais merde, il faudrait que je m'applique ça moi aussi parce que je réalisais, je le voyais pas. Ouais. Je le voyais pas que j'étais dans la même situation que lui. Mais le fait d'avoir des regards extérieurs les uns aux autres nous a permis de voir cette objectivité-là par rapport à nous-mêmes. C'est la même chose dans une relation d'aide. Souvent, la personne, tout ce qu'elle fait quand elle t'écoute, c'est qu'elle te permet d'avoir un regard extérieur sur ta situation. Puis il y a des gens qui étudient le leadership qui disent que ce qui nous manque le plus en Église en termes de structuration, là, c'est des personnes déléguées de l'extérieur qui sont là justement pour venir donner du feedback, mais sans avoir aucune implication dans l'organisation directe. Qui n'ont pas les mains liées dans le... Et après, la décision appartient aux leaders qui sont en Exactement. place. On en prend, on en laisse, etc. Exactement. Mais juste d'avoir cet exercice-là. La chose a été entendue. Puis c'est le rôle d'un comité aviseur dans une entreprise privée en général. Puis moi, je trouve que c'est important dans nos organisations. Valérie, t'allais réagir? Non, j'ai halluciné. Quoi. OK. Ben, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose peut-être même dans les structures. C'est un peu ce à quoi le pape François nous appelle ces jours-ci, justement avec le synode sur la synodalité, à s'ouvrir et peut-être même aussi à ouvrir l'Église à ces avis-là externes qui peuvent, sans décider pour l'Église, mais au moins éclairer certains angles morts. Moi, je trouve que c'est génial que le pape ait promulgué ça. C'est vraiment providentiel. Mais en même temps, la petite crainte que j'aurais, c'est que le fait qu'on soit ensemble pour se parler, on a, comme on disait tantôt, l'impression qu'on est en train de dire quelque chose, puis ce qui n'est pas nécessairement le cas. Dans le sens où, si on n'a pas clairement en tête pourquoi on se réunit, puis c'est quoi le but de ça, puis qu'est-ce qu'on veut construire là-dedans, sans tomber dans une démarche purement pratique là, où il n'y a plus de relations humaines, c'est pas ça le but. Là. Le but, c'est de garder en tête ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait être ensemble. Puis c'est pour ça que je parle de concertation, parce que pour moi, il y a cette application pratique qui doit découler d'une rencontre. Puis juste donner un exemple, quand j'étais dans un autre diocèse en région, tu sais, on avait des centaines de kilomètres de territoire à couvrir. Puis dans ce temps-là, avant la pandémie, Zoom, presque personne ne connaissait ça. Mais moi, je l'avais connu dans un organisme précédent. Puis quand j'ai intégré ça dans notre diocèse, ça fait que des gens, pour ne pas le nommer, de la baie des Chaleurs, se sont mis à se parler avec des gens de Gaspé, avec des gens des îles de la Madeleine, la première fois de leur vie. Puis ils sont dans le même diocèse. Là. Théoriquement, ils sont dans la même entité pastorale, mais ces gens-là ne se parlaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de le faire. Puis juste de mettre une connexion Zoom, puis les convoquer en même temps, ce que les gens disent en général, là, ça fait « c'est donc bien le fun de parler à du monde qui
qui ont les mêmes préoccupations que moi, qui vivent les choses différemment, qui peuvent m'inspirer. Puis ça, là, ça prend pas un ordre du jour béton là, pour ça. Là. Ça prend juste l'occasion de se rencontrer avec un minimum d'encadrement. Puis en général, il se passe quelque chose. L'Esprit Saint s'en mêle, puis c'est pas sans fruit. C'est tout un défi de garder l'équilibre entre cette gratuité-là de la fraternité, mais aussi une certaine efficacité. Y a-t-il des trucs, des moyens là, pour atteindre cet équilibre? Moi, je pense que ça va un minimum d'animation. En fait, tu sais, la personne qui convoque ou qui anime a une façon de relancer la discussion ou au moins de donner un conditionnement pour qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puis peut-être un objectif de la rencontre, à quoi on aimerait repartir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme fruit de cette rencontre-là, ou même à la fin, poser la question avec quoi vous repartez, ça c'est des questions en coaching là, qui sont traditionnelles, mais d'être capable de faire une évaluation du fruit de la rencontre, puis de ce que ça nous a apporté, pour se demander si ça vaut la peine de continuer pour une prochaine fois ou pas, tu sais. Et c'est quoi le suivi qu'il va avoir à la suite de la rencontre? Oui, c'est ça, exactement. C'est quoi les suites qu'on veut donner à ça, exactement. Fait que, dans le fond, souvent, là, construire le corps du Christ, là, c'est beaucoup simplement dialoguer, apprendre à se connaître, mettre en commun nos préoccupations, parce que les solutions aux problèmes sont souvent les mêmes d'un endroit à l'autre. C'est juste que ça demande après ça une appropriation. Il faut que les gens trouvent une façon d'appliquer ça chez eux dans leur réalité propre, mais les principes, les projets, en général, là, ce qui sert l'Église un peu partout à travers le monde, ça se ressemble beaucoup. Mais le problème, c'est quand on ne connaît pas ces ressources-là, puis qu'on cherche par nos propres moyens, avec nos grosses limites, là, évidemment, parce qu'on est toutes très limités dans notre réalité locale, ben, on passe un temps fou et une énergie folle à trouver des solutions alors qu'elle est à portée de main, finalement. Comment ça se passe dans Mission Bellechasse, cette chemin, cette intégration? Ah ben là, écoute, ça y en aurait long à dire parce que ça fait 1 an et demi qu'on est dans un processus de vision stratégique. Puis depuis 1 an et demi, on a mis à peu près une centaine de personnes en dialogue à tous les mois, pratiquement, là, dans différents groupes. On a fait le voir, tous les constats de notre histoire, nos forces, faiblesses, l'environnement, tout ça l'année passée. Là, on est vraiment dans le discerner. On commence à s'intéresser aux personnes qu'on veut cibler, les projets, les problématiques auxquelles on veut s'attarder. Mais c'est juste que c'est beaucoup de travail parce que là, on a appris à mettre des gens qui dialoguent sur des centaines de kilomètres de distance. Là. Puis là, tout d'un coup, ils apprennent à s'apprivoiser, à se connaître. Puis au début, les gens arrivent avec des situations, des problématiques très concrètes. C'est quand mon horaire de messe, c'est quand mon... Tu sais, des problèmes typiques de gestionnite. Puis là, finalement, tu finis par leur faire comprendre que là, ça se passe à un autre niveau. Ouais. Là, on est dans la vision. On est dans où est-ce qu'on va être dans 5 ans? Comment on peut travailler ensemble pour y arriver? C'est quoi nos priorités? Puis les gens, quand ils rentrent là-dedans, là, ça leur donne du tonus parce que là, ils font comme crime. L'Église, c'est pas juste ma sacristie le dimanche, c'est plus large que ça, tu sais. C'est ça, ce qui était central auparavant devient presque accessoire ou des détails. Secondaire, en tout cas. Secondaire. C'est passionnant. Il va falloir que tu reviennes, Sébastien, pour approfondir tout ça encore un peu plus. Je pourrais vous parler de Discord la prochaine fois. Je pense que c'est un des moyens par lesquels on peut alimenter la concertation dans le temps. C'est un outil de travail. Oui. OK. Ben, tu reviendras. Tu es le bienvenu. Sébastien Gendron, je rappelle que tu es agent pastoral, c'est ça le titre? Oui. Dans Mission Bellechasse et de chemin, c'est sur la rive sud de Québec. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, un petit tour d'horizon culturel de nos chroniqueurs. Valérie Laflamme-Caron, qu'est-ce que tu as à nous suggérer? Si vous voulez approfondir votre découverte de l'ésotérisme d'un point de vue critique, le balado Méta de choc, qui est réalisé par Elisabeth Fetti en Europe, est vraiment un incontournable. Là. Elle décortique tous ces mouvements-là dans plusieurs séries de balados sur l'anthroposophie, la voyance et plusieurs choses. Là. C'est vraiment à écouter. Alors, rappelle le nom, s'il te plaît. Méta de choc. Méta de choc, merci Valérie. James Langlois. Moi aussi, un balado. Vous savez, la question autochtone, c'est très d'actualité. Puis, il y a un organisme qu'on a déjà reçu à l'émission, dirigé par Mathieu Lavigne, qui s'appelle Mission chez nous, qui est surtout basé dans le diocèse de Montréal, mais qui œuvre pour la réconciliation entre l'Église et les peuples des Premières Nations. Et puis, ils ont lancé leur balado cet automne qui s'appelle Confluent. Donc, Mathieu anime avec une femme traductrice qui s'appelle Catherine Ego. Ils invitent des acteurs des communautés et aussi leurs alliés. Donc, c'est vraiment très intéressant. On a des bons témoignages, des personnes très au fait de ce qui se passe avec les Autochtones. Donc, je vous invite à aller vous abonner à leur balado. C'est disponible, je pense, en tout cas sur toutes les bonnes plateformes, puis YouTube aussi, il me semble. Ça s'appelle Confluent. Confluent, tout à fait. Animé par Mathieu Lavigne et Catherine Ego. Merci beaucoup, James. Quant à moi, j'ai une suggestion
cette semaine. J'ai-tu le droit? T'as le droit. Ah, j'ai le droit. Je vous suggère la série des éditions Gallimard qui s'intitule Tract au pluriel. C'est des petits livres un peu en réponse à la pandémie qu'on vit ces temps-ci, spécialement le livre d'Alessandro Barrico qui s'intitule Ce que nous cherchons. C'est sorti en 2021. Et c'est là-dessus qu'on se laisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le _verbe.com/radio. Je remercie tous nos dévoués chroniqueurs, Sébastien, Valérie et Mario aussi cette semaine, James et Judith à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.